Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue au jour numéro 3 du Centre national pour la vérité et la réconciliation, pour la semaine de la vérité et de la réconciliation. Notre programme déjeuner et causerie. Je m'appelle Sandra Bender, je suis coordinatrice de l'éducation pour la NCTR. Le thème de notre session d'aujourd'hui sont les impacts intergénérationnels et la discrimination systémique permanente. Donc, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. On voit des présences euh, à travers le Canada. Donc, cette séance est disponible en français et nous avons également un interprète en langue des signes et la session sera disponible sur notre canal YouTube dans les prochains jours. Pour ceux qui n'ont pas réussi à nous joindre aujourd'hui, ben voilà, on est désolé, voilà, nous avons vendu toutes les places. Avant de présenter nos invités aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler la disponibilité d'un soutien sanitaire. Le National Indian Residential School Crisis Line donc, offre un soutien 24 heures sur 24 aux anciens élèves, des pensionnats et à leurs familles en composant le numéro gratuit 866 925 44 19. On a également une ligne d'assistance Hope for Wellness qui est disponible 24 sur 24 et 7 sur 7 pour tous les Autochtones du Canada, disponible par téléphone au 855 242 33 10 ou par chat en ligne. Donc, vous allez constater l'existence d'un bouton questions-réponses en bas de votre écran. Nous sommes des milliers aujourd'hui, donc vous pouvez écrire votre question dans la boîte de dialogue, dans questions-réponses. Et nous allons essayer de partager un certain nombre de questions posées pendant le programme et nous allons également partager des ressources à la fin du programme. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter nos deux invités, donc le docteur Cynthia Wesley Eskimo et Krista Big Canoe. Donc, dans le peu de temps qui nous est imparti, nous allons parler des impacts intergénérationnels et de la discrimination systémique permanente. Et ces deux personnes pensent qu'il est important pour tout Canadien de savoir pour pouvoir euh, effectuer donc, des changements. Donc, le docteur Cynthia Wesley Eskimo a été nommée en tant que première présidente autochtone pour la vérité et la réconciliation à l'Université de Lakehead en 2016. Elle a été donc nommée témoin honoraire par la Commission sur la vérité et la réconciliation du Canada en 2014 et en tant que présidente pour le Cercle de gouvernance pour le Centre national pour la vérité et la réconciliation. Ici, à l'Université de Manitoba, elle est membre et résidente des Chippewa de Georgina Island, donc Première Nation, et elle a dédié sa vie à la construction des liens qui nous permettent de comprendre notre histoire. Elle a tout d'abord travaillé avec le cabinet juridique First Nation Law Firm, donc dans l'Ontario, des conseils politiques pour Legal Aid Ontario et elle a mené donc la stratégie de justice aborigène pour toute la province, directrice juridique pour Aboriginal Legal Services. Donc, elle a quitté ce poste et après 2 ans et demi d'absence, donc elle est revenue pour être juriste principale pour l'enquête nationale sur les filles et les femmes disparues et assassinées. Donc, on a tellement de choses à dire à propos de nos deux invités. Donc, j'ai hâte de laisser la parole à nos deux invités. Voilà, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, voilà, vous n'êtes pas des experts dans les traumatismes intergénérationnels. Donc, je vais vous présenter juste les aspects biologiques sur les traumatismes et les traumatismes intergénérationnels. Donc, rapidement, voilà, nous savons tous, nous comprenons tous l'idée des traumatismes, mais pour avoir une définition
officiel, donc c'est le Centre de l'addiction, de la santé mentale, définit les traumatismes comme une réponse émotionnelle qui perdure et qui résulte donc de l'expérience d'un événement difficile. Donc, vivre un événement traumatisant peut nuire au sens de sécurité, au sens du bien-être d'une personne et à leur habilité de réguler les émotions et naviguer les relations interpersonnelles. Donc, bien après l'événement traumatisant, donc les personnes peuvent se sentir voilà, sans espoir, impuissants et peuvent vivre avec une peur intense. Donc, ces traumatismes intergénérationnels voilà, sont définis par l'Association psychologique américaine en tant que phénomène qui dicte qu'une personne qui a vécu un événement traumatisant, donc, peuvent vivre One of the most broadly studied types of mentale epigenetic modification is called à un événement qui sont similaires à celles de la personne qu'il a vécu dans le passé. Voilà, donc il y a des effets de méthylation qui peuvent avoir un impact environnemental. Donc, il y a une méthylation abnormale a été liée aux maladies de l'œil, au cancer et aux problèmes psychiques. Qui plus est, donc un certain type de méthylation abnormale qui s'appelle BDNF a lieu dans des situations une mère qui vit des expériences difficiles. Donc, cette méthylation BDNF a été liée à un risque majeur, donc de dépression majeure, de maladie bipolaire, des comportements donc d'autoblessure et un risque de suicide accru. Donc, les traumatismes sont quelque chose qui laisse une marque physique sur des personnes qui peuvent être héritées par leurs enfants. Maintenant, on va parler avec Cynthia, qui a un doctorat dans ce domaine. Oui, les communautés commencent à comprendre que voilà, l'ADN peut être impacté, mais si on peut stimuler ces personnes de façon positive, on peut régler ces déséquilibres. Voilà, et cela peut avoir un effet d'héritage, voilà, un effet qui est passé d'une génération à l'autre. Donc, je sais également que cet effet épigénétique peut perdurer aussi longtemps que 14 générations, mais en prenant de bonnes décisions et en élevant nos enfants différemment et en les gardant avec nous, voilà, cela peut changer la donne et cela fait partie de notre conversation sur les traumatismes. Oui, voilà, donc l'interprète s'excuse, notre présentatrice, elle parle très, très rapidement et il est très difficile pour les deux interprètes de suivre. Donc, comment décrire les effets de ces traumatismes intergénérationnels, du traumatisme intergénérationnel? Voilà, comment rompre le cycle de violence et de traumatisme qui est exprimé? Maybe thanks. Yeah, maybe I'll start with that one. So essentially, like the lived experience of any indigenous person in Bon, this country. l'expérience vécue d'une personne autochtone dans ce pays, voilà, témoigne donc des signes de traumatisme intergénérationnels. Voilà, comme Cynthia a expliqué, voilà, on peut se concentrer sur les choses positives, mais bon, il y a des réalités qui existent dans ce pays et il faut regarder les statistiques, les chiffres, le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté,
Voilà combien d'Autochtones sont incarcérés dans ce pays. Nous avons vraiment des chiffres terribles au niveau mondial, finalement. Et ces chiffres sont au même niveau que les chiffres d'incarcération de masse des Afro-Américains aux États-Unis. Il y a un certain nombre de facteurs qui composent un indice de bien-être et les populations autochtones, voilà, se retrouvent en bas de l'échelle, finalement, dans ces indices. D'un autre côté, voilà, il y a des forces qu'on a au sein de nos communautés et on peut rompre ces cycles négatifs. Moi, je suis quelqu'un qui possède des diplômes, je suis une femme autochtone, euh, je suis privilégiée finalement, mais moi-même, dans mon travail et mon équipe, voilà, aujourd'hui, tous les jours, nous aidons les individus et les individus autochtones et nous constatons, nous voyons les impacts du traumatisme intergénérationnel voilà, qui se manifestent. Et je répète, donc, en termes de épigénétique, voilà, il existe 14 générations de transfert de traumatisme. J'ai reçu un message aujourd'hui de Thunder Bay, donc, qui m'a demandé d'entrer dans un partenariat avec Lincoln University sur le sujet donc, de la durabilité euh, agricole, de la souveraineté de l'alimentation. Voilà. Et ils ont expliqué que 80% de leur population est indigène, voilà, est autochtone. Et c'est un fait d'aujourd'hui. Donc, mais je pense qu'ils ont fait un bon travail pour corriger un certain nombre de choses. Donc, dans ma génération, mes parents sont sortis directement donc, des pensionnats et ils ont amené avec eux voilà, tous ces traumatismes. Donc, ils n'ont jamais parlé, ils n'avaient jamais parlé des impacts psychologiques euh, de leur séjour dans ces institutions et ils ne comprenaient pas donc, comment leur façon de nous élever en tant qu'enfants, si c'était bien ou mal ou indifférent. Donc, ils faisaient ce qu'ils devaient faire avec ce qu'ils avaient. Et je pense que voilà, il faut vraiment trouver un peu de compassion et il faut savoir pardonner, il faut incorporer le pardon dans nos familles. Donc, un certain nombre d'universités aujourd'hui incluent donc surtout des facs de droit, donc l'apprentissage basé sur la terre. Et cela a des conséquences positives sur le bien-être des gens. Pourriez-vous nous en dire plus? Voilà, faire sortir les gens, euh, qu'ils apprennent à l'extérieur. Voilà, vous êtes à côté d'un lac, le vent souffle, les oiseaux chantent dans les arbres. Comment euh, ne pas vivre un moment positif en étant dans cet environnement? Donc, je pense qu'il faut utiliser davantage de méthodes comme ces méthodes-là. Et il faut, voilà, nous avons tous été assujettis à l'éducation à l'européenne, les valeurs européennes. Et ce n'est pas forcément la direction que l'on souhaite prendre à l'avenir. Si je puis me permettre, donc là, on a donné des définitions cliniques donc, du traumatisme intergénérationnel, de l'épigénétique. Et moi, je reviens toujours vers l'idée de la mémoire du sang. C'est quelque chose que les autochtones euh, comprennent depuis toujours. Voilà, la mémoire du sang, blood memory, a été démontrée et prouvée comme les théories que l'on constate dans le domaine de l'épigénétique. Donc, en tant que femme éduquée, je peux vous dire que notre mémoire de sang possède des forces et quelque chose de très puissant, finalement, de façon inhérente.
quand moi-même et ma communauté, voilà, nous sortons dans la nature, j'ai le sentiment d'appartenir à quelque chose et j'ai le sentiment d'être lié à la terre et à cet espace. Je comprends tout ce qui est autour de moi d'une façon qu'on n'apprend pas dans un livre, par exemple. Donc, nous avons cette force intergénérationnelle et voilà, il faut savoir puiser dans cette force afin de pouvoir bâtir dessus, enfin, bâtir sur ces connaissances et sur ce savoir. Nous avons été tellement malmenés que souvent, les connexions à la communauté, les connexions même aux membres de nos propres familles, nous avons des difficultés à tisser ces liens. Mais souvent, quand on revient vers des pratiques culturelles, ancestrales, on, on refait des cérémonies, on participe à ces cérémonies et on adopte certaines pratiques. Voilà, nous sommes en train de réparer ces liens et ces relations. Oui, je pense que la pratique, voilà, le fait d'aller vers une harmonie, d'adopter un mouvement vers l'harmonie est important. Nous avons depuis toujours compris la pratique de la réciprocité et du partage. Donc, quand les temps étaient difficiles, nos peuples ont compris qu'il fallait partager les ressources. Et c'est quelque chose de très difficile à enseigner, à faire apprendre à la société d'aujourd'hui dans notre pays, car notre société aujourd'hui est source d'instabilité. Donc, également, dans notre société actuelle, il y a cette notion d'insuffisance, donc de richesse, de ne jamais avoir assez, donc de ne jamais posséder assez. Et donc, combien de milliards de dollars faut-il avoir avant de pouvoir bien dormir la nuit? Je rigole, mais en fait, c'est ça. Donc, les réalités sont complexes, mais il y a cette compréhension et ce savoir autochtone qui est simple et qui est sain. Donc, nous comprenons que voilà, on peut vivre une belle vie, on peut bien vivre, hein. Donc, il faut percevoir les choses différemment. Donc, nous faisons de notre mieux pour euh, équilibrer ceci avec nos institutions universitaires, avec les lois. Donc, nous avons reçu une question et vous connaissez certainement la réponse. Donc, est-ce que la déméthylation survienne avec la connexion aux terres? Je ne sais pas si l'on a mené des recherches là-dessus, mais on devrait le faire, hein. On devrait effectuer des recherches là-dessus. Mais je sais une chose, pour sûr et certain, donc je sais que la science occidentale euh, et le savoir traditionnel autochtone, euh, qui pour moi, voilà, ces personnes-là aussi, ce sont des scientifiques. Voilà, maintenant, ils collaborent, ils forment des relations, des partenariats. Beaucoup de choses ont démarré à l'Université d'Arizona. Voilà, et donc ils essaient de nous faire comprendre ô combien sont symbiotiques nos systèmes de croyances et les bases de nos savoirs. Voilà. Donc, il y a une maison donc, du bien-être, Wellness House, qui se trouve à Toronto, à l'hôpital de Saint Michael's. Donc, il y a le docteur Janet Smiley qui a fait, qui a mené des études là-dessus. Et donc, elle essaie de reconnecter les personnes à la culture. Ils essaient d'utiliser des évaluations, des pré-évaluations, des post-évaluations, des thérapies pour comprendre les conséquences, les effets de cela. Donc, quand on a des résolutions de différents autochtones, voilà, les résultats sont assez percutants. Nous constatons, ben, dans mon travail au moins,
que nous avons des personnes qui vont recommettre des crimes ou il y a du récidivisme, mais par exemple, il ne s'agit pas donc d'avoir une séance culturelle et maintenant vous allez mieux, donc vous êtes soigné. Il faut que ce soit un parcours à vie, en fait, perpétuel. Et moi, j'appellerais ceci des pratiques qui, voilà, qui vont réparateurs, voilà, des pratiques réparateurs. Et on établit des échanges qui permettent aux personnes de, voilà, pas forcément de dire combien ils sont désolés, qui s'excusent, non, mais qui permettent un travail conjoint. Donc, nous avons eu beaucoup de conversations autour de l'idée de la réconciliation et voilà, nous n'avons toujours pas abordé de la question finalement. Donc, on va à la réconciliation, mais il faut toujours exposer la vérité. Donc, Christa a travaillé donc, sur l'enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones donc, disparues et assassinées. Et voilà, un travail très difficile. Et il est très difficile d'entendre que les frères, les sœurs et nos tantes qui sont dans la salle, quand ces personnes comprennent que la population canadienne, les personnes autour d'eux, ne les voient pas en tant qu'êtres humains et ils n'ont rien à faire avec ce qui se passe dans leur vie. Donc voilà, les femmes disparues, les femmes assassinées, voilà, cela continue, ces pratiques continuent dans nos communautés, surtout dans les communautés du Nord. Ce sont des atrocités, ce ne sont pas seulement des violations et des atrocités qui ont lieu et qui ont eu lieu dans les pensionnats, mais cela persiste, cela perdure des choses qu'ont vécues un certain nombre de personnes en tant qu'enfants. Donc, c'est choquant de constater tout ce que qu'un adulte peut faire à un enfant. Ce sont des vérités et les personnes n'acceptent pas forcément cela encore aujourd'hui. Voilà, cela nous amène à une autre question que j'ai lue dans le chat. Donc, est-ce que le traumatisme intergénérationnel est passé d'une génération à l'autre seulement de façon biologique? Non, pas forcément. Je pense qu'on peut passer euh, ce traumatisme par toutes sortes de mécanismes. Voilà, il y a des récits, il y a des comportements, voilà, il y a des implications biologiques, bien sûr, des implications dans notre façon d'élever nos enfants, les médias tout ce qu'on apprend, on nous fait croire. Voilà, donc dans les médias, je vois que voilà, les peuples autochtones, voilà, une espérance de vie moindre. Ben voilà, je me dis, ben, je vais mourir plus tôt parce que c'est ce qui me dit la télé, voilà, la radio. Donc on impacte des peuples autochtones tous les jours, même sans le savoir. euh, en publiant simplement ces histoires dans ce genre. Mais dans la déhumanisation des peuples autochtones, voilà, c'est le fondement de la nation canadienne finalement, non? L'idée qu'on peut conquérir des terres libres, les terres vides, si vous voulez. Donc, sans population sur ces terres, donc, et ceci même avant que le Canada soit un pays. Et voilà, et comme voilà, quand on
on examine les impacts de nos expériences. Il faut comprendre que voilà, on ne peut pas parler exclusivement d'un secteur de notre société ou de nos institutions qui ne présentent pas un niveau de discrimination systémique. Voilà, je pense à Ashwan, je pense à Brian Sinclair. Nous en avons vu des exemples de cela. Et ceci se passe au niveau des micros, dans des micro-niveaux, dans presque toute région. On ne peut, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas passer à la réconciliation avant d'entendre la vérité. Nous avons participé donc à 16, je pense, à 16 audiences et on a entendu les histoires donc des survivants, des personnes qui ont survécu à la violence ou des familles, des filles et des femmes qui ont disparu ou qui ont été assassinées. Donc, voilà, c'est la reconnaissance de la vérité qui est importante. Quand ces histoires sont comprises et mises dans le bon contexte, et quand on aura eu des conversations appropriées, y compris avec nos anciens. Souvent, il est difficile de parler avec nos anciens car même au sein de nos propres communautés, il existe un certain type de racisme selon la période où nos anciens ont vécu. Donc, mais il faut avoir ces conversations, il faut parler de la vérité et des expériences des autochtones. Il faut reconnaître, voilà, nos alliés ou autres. Voilà, il faut comprendre qu'il existe une sorte de traumatisme qui a encore des conséquences sur nos peuples. Je pense, je me vois comme une avocate assez chevronnée, voilà, assez stable. Mais quand j'ai entendu parler donc de ces 215 enfants qui ont été retrouvés dans des tombes anonymes, ben, j'ai pleuré toute la journée. Et moi, j'ai dit à l'époque, on n'avait pas besoin de 215 dépouilles pour comprendre le mal qui a été fait à nos peuples. Voilà, ces expressions de mal, vraiment de préjudice. Voilà, ça fait partie donc de la vérité qu'il faut raconter. Voilà, il faut reconnaître la vérité. Quand on parle du traumatisme intergénérationnel, il est important de voir l'aspect épigénétique ou le contexte, mais il est important de reconnaître que voilà, les traumatismes existent même aujourd'hui. Donc, on ne sortira jamais de ce cycle, euh, même si certains individus peuvent voilà, guérir, certaines familles, certaines communautés, mais en tant que société, on ne sera jamais guéri si, voilà, si on n'aborde pas la question de la vérité. Donc, ma fille, elle est directrice à l'Université d'Ottawa. Elle a donné naissance à une fille pendant la pandémie. Et un homme est passé dans sa chambre sans masque et elle a demandé à l'infirmière de dire à cet homme d'y mettre un masque. Et ma fille me ressemble, donc eh ben, l'infirmière l'a regardée, lui a dit non, non, on va appeler la casse. Donc, ce sont des choses qui arrivent même aujourd'hui. Cela nous arrive directement et souvent. Et je voulais également parler de la façon dont le langage est, est coopté. Enfin, on utilise différents mots de différentes façons. Donc, la réconciliation, pour moi, n'aura pas la même signification
que pour quelqu'un qui est dans une institution universitaire, par exemple. Et on me dit souvent, ben, on essaie de décoloniser, on fait des efforts. Et moi, je réponds à ces personnes, ben, ce n'est pas mon travail de décoloniser, c'est le Canada qui doit décoloniser, c'est le gouvernement qui doit euh, euh, faire en sorte que notre pays soit décolonisé. Les institutions universitaires doivent être décolonisées. Donc, voilà, moi, je fais ce travail depuis si longtemps. Je suis plus âgée que Christa, mais j'ai toujours cette passion. Je veux aider. J'ai toujours la volonté de faire ce travail. Et Christa, voilà, les histoires, les récits qu'elle entend sont dévastateurs. Dévastateurs, voilà, ce sont traumatisants. J'utilise le mot et je ne veux pas mettre cela dans la tête des gens parce que je ne veux pas obliger les gens de porter ce que j'ai apporté. Mais moi, je pense qu'on pourrait voilà, faire une séance à part sur cette question. Voilà, sur la question donc, du système d'aide sociale aux enfants. Nous savons bien que les familles d'Autochtones sont enquêtées, investiguées beaucoup plus souvent que des familles non autochtones. C'est un fait. La négligence existe dans toutes sortes de familles, toutes sortes d'ethnies. Donc voilà, une femme blanche qui se plaint d'une personne sans masque dans la chambre avec elle et son nouveau-né. Voilà, elle n'aura jamais été traitée de cette façon-là, comme votre fille. Je voulais ajouter quelque chose à cette histoire. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant que voilà, il existe des alertes à naissance euh, dans tout le pays. Quand les personnes donnaient naissance, certaines personnes étaient ciblées euh, car, vu leur ethnie ou leur parcours, voilà, le gouvernement disait que cette personne allait être un parent exécrable, euh, car ces personnes étaient estimées non capables d'être un bon parent. Et je me souviens très bien d'une histoire d'une fille avec laquelle j'ai discuté qui disait que ben, ils ont pris mon bébé. Donc, qui a élevé des générations et des générations d'enfants blancs? Ben, des femmes noires. Et pourtant, voilà, il faut partager ces informations. Voilà, il faut que les gens comprennent pourquoi nous n'arrivons pas au point de la réconciliation, car la vérité a été enfouie de façon tellement profonde que voilà, cela va prendre beaucoup de temps. D'un point de vue juridique, si l'on examine le système d'aide sociale pour les enfants, c'était voilà, un système euh, qui amenait des enfants autochtones, qui les intégrait dans le système et pour gagner de l'argent finalement, comme le complexe militaro-industriel. Donc, ils ont généré de l'argent pour ce système. Et en 1951, donc la Indian Act, donc la loi sur les autochtones, euh, a changé la loi qui a établi une juridiction sur les enfants autochtones. Mais même aujourd'hui, en 2023, il y a toutes sortes de références, de métriques qui sont utilisées. Davantage de personnes autochtones vivent dans la pauvreté, mais les métriques ne prennent pas en considération les valeurs des peuples autochtones. Par exemple, chez moi, si vous venez chez moi et vous regardez dans mon congélateur, voilà, j'ai certains types de viande. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la viande d'élan, mais je n'ai pas, par exemple, d'aliments en boîte, ou je n'ai pas énormément d'aliments chez moi, de nourriture chez moi pour nourrir mes enfants.
qu'est-ce que je veux vous dire? Donc, il existe deux systèmes de valeurs. Donc, ce système d'aide sociale était vraiment un business pour faire de l'argent et en intégrant des enfants. Donc, nous avons donc le First Nation Caring Society qui, voilà, qui vise à sensibiliser la population sur ces questions et on pourrait en parler toute une journée, finalement. Oui, voilà, donc Dr. Blackstock, voilà, a fait vraiment un travail extraordinaire et c'est la province qui gère donc l'argent qui est alloué au système d'aide sociale. Et donc, cet argent devrait être alloué aux communautés de First Nation directement. Donc, ils interceptent cet argent et ils embauchent donc leurs assistants sociaux directement. Et la relation avec les provinces doit être revalorisée. Voilà, il faut avoir des normes. On ne peut pas avoir une maison à 5 chambres dans une communauté reculée. Les maisons sont petites pour une bonne raison. Voilà, il fait froid, ils utilisent des chaudières voilà, à bois qui sont alimentées par énormément de choses c'est une conversation qu'il faut avoir. On ne va pouvoir l'avoir aujourd'hui, mais c'est une conversation importante et surtout pour moi dans mon travail. Voilà, voilà, c'est un impact du régime de pensionnat scolaire. Voilà, on enlève des enfants de leur maison et de leur famille et on les met dans des pensionnats. Et aujourd'hui encore, donc on enlève les enfants, on les retire de leur famille, de leur communauté pour les placer dans d'autres familles et d'autres communautés. Voilà, c'est un peu finalement le même système qui a été transformé un tout petit peu, qui a été peaufiné. Euh, voilà, au sein de l'enquête nationale, voilà, nous avons entendu un certain nombre de récits là-dessus. Donc, des familles qui perdaient les enfants et les enfants étaient placés dans des familles non autochtones. Et la famille autochtone ne touchait pas des allocations, mais si l'enfant pouvait être enlevé et placé dans une famille non autochtone, la famille autochtone touchait 3 fois les allocations. Donc, pourquoi ne pas redistribuer cette richesse pour permettre aux familles autochtones de maintenir leurs enfants euh, dans un standard de vie adéquat. Et voilà, et on a entendu maintes histoires dans ce genre. Donc, ces systèmes priment des familles qui n'arrivent pas à garder leurs propres enfants à la maison. Donc oui, nous avons absolument besoin des familles d'accueil pour prendre soin des enfants si ces enfants ne peuvent pas rester chez eux pour des questions d'abus, de violations. Mais le système, comme je dis, paye les familles non autochtones 3 fois le montant des allocations si ils donnent leur enfant à une famille non autochtone. Voilà. Donc, voilà, et il exige ces familles, voilà, à ce que ces familles prennent des décisions difficiles. J'ai parlé à une grand-mère dans le Saskatchewan qui disait, moi j'ai 3 enfants, j'ai 3 enfants de mes enfants et je reçois 200 $ par enfant. Cela ne suffit pas pour payer des livres, de la nourriture, des vêtements chauds. Donc, elle s'est rendue à la casse et elle disait, ben, est-ce que je peux avoir davantage de ressources parce que je dois euh, aider ses enfants, je suis à la retraite et il disait, ben, vous pouvez nous donner des enfants. Et c'est quoi ce choix? C'est quoi ce genre de choix impossible à faire
Donc, cette femme, voilà, en larmes, m'a raconté cette histoire et je lui ai répondu, voilà, que ce n'était pas juste d'être obligé de faire un tel choix. Voilà. Ici, voilà, nous avons de grandes difficultés, mais il faut regarder en amont euh, du fleuve, je vais utiliser l'expression, pour comprendre ce qu'on fait là-haut pour nous créer des problèmes en aval. Donc, comment rompre ce cycle? Et je parle, voilà, d'individus, pas de famille, pas de communauté, pas d'un pays entier. Comment initier, voilà, comment rompre ce cycle de traumatisme? Quel est le point de départ? Oui, quand on parle au groupe, voilà, il faut se focaliser, se concentrer sur les points forts, sur nos forces. Donc, notre premier principe au sein du service juridique, c'est de rencontrer la personne là où la personne se trouve à ce moment-là. Donc, comment euh, fournir à ces personnes des opportunités culturelles, des opportunités de guérir. Voilà, chacun est à un moment différent dans sa vie ou euh, vit ses traumatismes différemment. Donc, en tant qu'assistant communautaire, il faut, comme je disais, rencontrer les personnes là où ils sont. Donc, il faut reconnaître le fait que les individus ont des besoins individuels bien spécifiques. Deuxième, il faut augmenter le nombre d'opportunités culturelles et autochtones spécifiques. Donc voilà, dans ma famille, on est 4 qui me ressemblent et d'autres qui se ressemblent à Cynthia. Donc j'ai grandi, tous les jours, on m'a posé des questions, mais on me disait plutôt qui j'étais, d'où je venais et tout ce que je pouvais accomplir, tout ce que je pouvais réaliser ou pas. Donc, cette influence positive, voilà, et malgré voilà, tous les problèmes inhérents voilà, à notre système, voilà, cela permet aux personnes comme moi déjà de réussir. Donc, quand on a un sens d'appartenance, euh, à travers des pratiques donc, de promotion de la vie, quand il existe un sens d'appartenance, comme je disais, un sens de la communauté, de la culture, voilà, cela encourage la réussite dans la vie. Oui, je pense fermement que tout cela marche. Bon, donc Christa, elle a une expérience de vie très différente de la mienne. Donc, mes parents ont passé chacun 20 ans dans les pensionnats. Il y a eu beaucoup de violences, violences domestiques dans notre foyer, de l'alcoolisme, beaucoup de violences sexuelles. Voilà, et en grandissant dans une communauté comme Toronto, avec beaucoup de personnes issues des pensionnats. Voilà, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Et je me souviens très bien, quand j'étais enfant, d'être perdue et de ne pas comprendre ce qui se passait et pourquoi notre communauté était comme ça. Donc, il faut voilà, rester à l'écoute. Il faut travailler le plus possible avec les jeunes. Il faut être des mentors, car ce qui m'a permis finalement de réussir, hein, était le fait de comprendre qu'il y avait quelqu'un qui comprenait, qui voulait m'aider, euh, des personnes qui me disaient que tout allait bien et que tout pouvait aller bien. Euh, et je me souviens, voilà, j'ai appris à avoir ce narratif et
à me raconter cette histoire, voilà, que tout allait bien, que cela pouvait aller bien à l'avenir. Donc, vous pouvez tous et chacun donc faire de mentor aux enfants, voilà, encourager les jeunes à apprendre, encourager l'intérêt pour les livres, les amener donc dans la nature, les amener sur les terres, au théâtre, au restaurant, enfin. Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans, donc j'ai quitté l'école et j'étais en Californie et ce n'était pas mon visage d'autochtone qui était le problème, c'était l'environnement en fait. Si vous vivez dans un environnement où il existe vraiment du racisme et de la discrimination et vous êtes un individu autochtone, bah, les personnes ne l'aiment pas ça. Voilà, ils n'aiment pas ça. Vous êtes dans ce contexte bah, et cela va être très difficile pour vous de survivre. Si vous sortez de cet espace, voilà, si vous vous mettez dans un autre contexte où vous êtes perçu comme un être humain, où les gens vous acceptent, voilà, cela va vous permettre de construire une identité en tant qu'être humain et tout ira bien. Donc voilà, il faut avoir donc une identité, un amour propre. Voilà, il y a l'expression I'm okay, you're okay. Je vais bien, tout va bien. Donc il faut être en mesure de demander aux autres, est-ce que tu vas bien? Et il faut rester à l'écoute, il faut écouter la réponse. Je dis ça à mes enfants, voilà. Et à d'autres enfants, voilà. Peu importe s'il est 3 heures du matin, il faut m'envoyer un texte, il faut m'appeler. Voilà, et ce n'est pas un engagement extrêmement, extrêmement difficile à prendre. Donc, voilà, cela dépend de la génération. Par exemple, moi, je suis la petite fille, la plus jeune, en fait, de Lorenzo Bicanu. Voilà, Cynthia. Et la petite fille bah, la plus âgée de Lorenzo Baconu. Voilà, par exemple. Donc, dans une génération, quand vous avez donc un mentor ou quelqu'un qui sert de modèle, ça devient réciproque. Moi, j'ai eu des moments difficiles. On me disait que voilà, je pouvais réussir. euh, mais d'un autre côté, on me disait, mais il faut quand même réussir, hein. Vous êtes obligé. Donc, vous souhaitez avoir de la réussite personnelle, mais vous souhaitez réussir également pour votre communauté, car il y a une sorte de redevabilité. Donc, les jeunes femmes, voilà, je servais de modèle pour les jeunes, car je suis avocate, mais voilà, dans ma communauté, il y avait une gynécologue, il y avait une étudiante en master, il y avait des étudiants en doctorat. Enfin, voilà, c'est une réussite qui vraiment, qui va s'auto-propager, qui va se répéter. Il y a tellement de questions dans notre chat. Il y a énormément d'expressions, voilà, aussi euh, de remerciements, voilà. Les personnes écrivent que, voilà, elles ont l'impression d'être entendues et d'être comprises. Donc, je vous remercie à toutes les deux et le Centre national pour la vérité et la réconciliation vous remercie également. Merci de nous avoir parlé de vos expériences, d'avoir partagé votre sagesse. Donc, merci infiniment. C'est tout simplement incroyable. Et je vais partager mon écran juste pour vous laisser avec quelques idées pour poursuivre donc cette conversation, quelques ressources, quelques questions finalement.
Donc, vous pouvez y réfléchir là-dessus à votre convenance. Donc, comment voyez-vous les impacts des traumatismes intergénérationnels euh, dans la société aujourd'hui? Et où est-ce que vous réussissez à identifier des préjugés conscients et inconscients dans différents endroits de la société canadienne, donc dans le domaine de la justice, des soins de santé, donc du système d'aide sociale pour les enfants? Et que peut-on faire donc pour commencer à découvrir et évaluer ses propres préjugés inconscients? Et finalement, donc, parce que j'aimerais voilà, vous quitter avec l'idée de la résilience. Comment voyez-vous donc la résilience autochtone malgré l'existence de la discrimination systémique permanente? Donc voilà, la résilience, c'est le mot de la fin. Donc je vous invite à parler autour de vous de cela. Ah, nous avons des ressources, une liste très brève. Donc, tous ceux qui sont enregistrés pour un programme Lunch and Learn va recevoir une liste de ressources à la fin de la semaine. Mais j'aimerais citer déjà le livre publié, donc un Knock at the Door, Essential History of Residential Schools from the Truth and Reconciliation of Canada. Il y a d'autres livres, un livre qui a été publié par Cynthia Eskimo. Si vous êtes une personne blanche, je ne peux que vous conseiller ces deux ouvrages-là. Nous avons également, ah pardon, nous avons une application de messagerie interactive. Donc là, vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone maintenant. Et cette application va répondre à des questions que vous tapez donc, dans l'appli. Donc, scannez le code QR, s'il vous plaît. Et nous avons encore 2 séances de Lunch and Learn. Donc, demain, nous aurons donc les droits des peuples autochtones et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et le 5e jour, c'est agir pour la réconciliation. Donc, ces événements donc, peuvent apparaître comme étant sold out, mais il faut persister, voilà. Donc, merci de nous être rejoints. Si vous n'avez participé qu'aujourd'hui, vous avez participé à toutes les séances. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, nos 2 invités, Christa et Cynthia, merci d'avoir parlé avec nous. Chiniwach, merci, merci beaucoup.